J'ai fait des milliers de crises d'angoisse. C'est étrange les crises d'angoisse, elles m'ont toujours questionné. À chaque fois que j'allais me coucher, j'avais peur de ces crises. À chaque crise d'angoisse, il me fallait résoudre une équation. Je me réveillais la nuit en hurlant, en pleurant. Ça pouvait durer 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Pour mes parents, c'était incompréhensible. C'était incompréhensible quand je me réveillais la nuit. Ils m'ont déjà vu courir dans le jardin, à sauter par terre, à essayer de sortir d'une crise d'angoisse. Avec le temps, j'ai compris que ces crises d'angoisse faisaient écho à des émotions vécues en journée, peut-être à ma trop forte sensibilité. Avec le temps, j'ai compris. Ah, vous n'aviez pas encore vu la photo? Avec le temps, j'ai compris qu'on a tous des peurs, des craintes, des doutes, des angoisses, et finalement, c'est normal d'avoir des peurs. Avec le temps aussi, j'ai compris que ma sensibilité n'était pas une faiblesse, mais certainement ma plus grande force. Aujourd'hui, je sais que les crises d'angoisse ont construit la personne que je suis, parce qu'à 8 ans, déjà, il fallait affronter ces peurs, les accepter pour aller dormir. Je sais que ces peurs m'ont permis d'oser, d'aller de l'avant, de braver l'impossible et faire de mon imaginaire, de mes rêves, une réalité. Alors quand j'ai pris la décision de partir parcourir le monde seul, quand l'audace a pris le dessus sur les angoisses, j'ai eu peur, mais j'y suis allé. Je m'appelle Constant Pelade, j'ai 30 ans et depuis quelques années, je partage des aventures via des films, via un livre, via des conférences. En d'autres mots, je suis devenu aventurier, auteur, réalisateur, conférencier parfois, comme ce soir, mais surtout acteur de ma propre vie. Je vais vous raconter une petite histoire. En septembre 2019, moi, je travaillais à Paris. Je travaillais dans cette entreprise et je me posais beaucoup de questions. J'avais des rêves, j'ai rencontré des gens cool, mais un système d'entreprise qui ne me correspondait pas vraiment. Derrière ce costard se cache un grand fêtard et c'est une version de moi-même qui me fait un peu peur. À ce moment-là, je flirtais un peu avec les limites, avec l'alcool, la fête, les drogues, et je me posais beaucoup de questions sur ce que j'avais réellement envie de faire. Alors vous allez peut-être vous dire, encore un fou qui a quitté une vie stable pour des chimères? Oui et non. J'estime pas avoir fui, j'ai simplement suivi mes envies, mes rêves, et le chemin du cœur un petit peu. À ce moment-là, j'en parle à mes proches que je vais partir voyager. J'ai des rêves. Je rêve de cette carte, je ne sais pas si elle vous parle. C'est un souvenir de collégien. Je me projetais pas mal dans les cartes et je rêvais de faire cette traversée. La Russie, les Tsars, le Transsibérien, cette voie ferrée construite à la fin du 19e siècle. 9000 km en train, 990 gares, 160 heures d'un bout à l'autre. Je me disais, pourquoi pas moi? Pourquoi pas partir à Moscou? J'ai un grand frère qui me dit, pourquoi tu pars pas à vélo? Donc je décide de partir à vélo. Et le vélo va changer ma vie, parce que je vais découvrir l'itinérance. Je vais découvrir que ma réelle définition du voyage, c'est l'itinérance. C'est le fait de bouger d'un point A vers un point B, et puis de faire un effort. À ce moment-là, je comprends aussi que je peux mettre mon excès non plus dans la fête, mais dans l'aventure, et que ça apporte plein de choses positives. Et plus qu'un moyen de locomotion, le vélo est aussi un outil de sociabilisation. Je me rends compte qu'en voyageant à vélo, quand j'arrive dans un village, ça crée du partage. Les gens sont curieux de mon mode de voyage. Moi, je suis quelqu'un de curieux également. Et du coup, je me dis qu'il faut que je continue de voyager à vélo. Mais avant ça, je vais en Russie. Je me trouve dans le Transsibérien. Là, je me trouve à côté d'une babouchka, une grand-mère en russe. Dans ce train, on boit du thé, on joue aux cartes, et puis on a du temps. Je me trouve dans un environnement russophone, mais ce que je retiens en premier lieu, c'est cette question du temps. Il y a Sylvain Tesson qui dit une phrase intéressante qui dit « Le silence, le froid et la solitude sont des états qui se négocieront demain plus cher que l'or ». J'aime bien rajouter l'écoulement du temps. On sait tous qu'on a un début, on a une fin, on a du temps, c'est la vie, ça avance, ça avance. Et puis au bout d'un moment, on se pose des questions sur ce qu'on a envie de faire. Et qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos rêves concrètement? Pas grand-chose. Tant qu'on a la santé, on a le choix. Donc, dans ce Transsibérien, j'ai du temps et je profite de ce temps pour rêver encore. Je suis un grand rêveur. Et je rêve de la suite de mon voyage, je rêve de poursuivre mon aventure à vélo et je rêve de partager mon voyage avec des enfants. De la Russie, je pars en Nouvelle-Zélande. Donc, en tant que Français, j'ai cette chance d'avoir des visas vacances-travail facilement. J'arrive en Nouvelle-Zélande et je travaille d'abord comme balayeur
Après, je suis devenu serveur dans un hôtel 5 étoiles à Auckland. Après, je suis devenu docker, je déchargeais le poisson dans les ports. Après, j'ai été vendeur de raviolis et j'ai bien aussi été glacier. Pendant cette traversée de la Nouvelle-Zélande, j'ai pédalé pendant 3500 km à peu près. J'ai mis en place un projet, donc j'ai découvert un pays qui était génial, et j'ai mis en place un projet, donc un petit projet qui me faisait rêver, c'était de partager ce voyage avec des écoles. Donc il y a notamment l'école Volga à Rennes qui a suivi mon aventure. Donc moi, je leur partageais mon voyage, je les invitais à rêver avec moi, je les appelais tous les mois, je leur envoyais des cartes postales, des posters, des puzzles. Et mine de rien, avec du recul, j'ai réalisé un petit rêve que j'avais. Quand j'étais plus jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire, je disais tout le temps que je voulais être journaliste reporter. J'ai jamais réussi à prendre la voie des écoles de journalisme par un dossier scolaire trop peu satisfaisant ou par manque de travail certainement. Mais mine de rien, je crois que en partageant ce voyage avec ces enfants, j'ai commencé à réaliser mon rêve de documenter des aventures, de créer un site internet et de partager mon voyage avec ces enfants. On est en 2020, le Covid arrive et forcément, je me retrouve bloqué, je suis confiné en Nouvelle-Zélande. Je me pose la question de ce que je vais faire. Je réfléchis à différents endroits. J'appelle l'ambassade en Corée du Sud, au Gabon, en Géorgie, et finalement, c'est au Mexique que je pars. Pourquoi le Mexique? Parce que c'est le plus grand pays. Et en période de Covid, c'était plus intéressant de rester dans un assez grand pays. Donc j'arrive au Mexique, j'arrive à Cancun, et de Cancun, je me dis, quitte à être à Cancun, autant aller de l'autre côté, jusqu'à Tijuana. Je traverse un pays incroyable avec une grande diversité. Je fais à peu près 6000 km dans ce pays, de la jungle aux hautes montagnes, du monde Maya au monde Zapotèque, de Cancun à Tijuana et des bivouacs dans le désert au bivouac sur le bord du Pacifique. Et je concrétise un peu mes rêves d'aventurier dans le sens où tous les soirs, je vais toquer un peu partout. En fait, j'avais pris l'habitude de pédaler entre 40 et 150 km par jour. Et 1 heure avant la tombée de la nuit, j'allais chercher un endroit où dormir. Donc je toquais un petit peu partout. Et les gens m'accueillaient, parfois oui, parfois non. Par exemple, ce soir-là, c'est Victor, qui travaillait dans un centre de vaccination de bovins, qui m'avait autorisé à dormir sur la dalle en béton. Ou bien, une fois, il y avait un policier qui m'avait autorisé à dormir dans le commissariat, pas en cellule, ça c'était dans une autre vie. Ou bien, il y a les pompiers qui m'ont énormément accueilli. Souvent, je mettais ma tente à côté des camions de pompiers, puis je me passais la soirée avec eux. Ou bien, parfois, il y a eu des rencontres un peu plus insolites. Je vais vous partager cette petite anecdote. Lionel et Alvaro, c'est 2 cousins que j'ai rencontrés à Vicente Guerrero au Mexique. Ils arrivent à côté de moi un soir, alors que je suis sur mon vélo. Ils me demandent: qu'est-ce que tu fais? Moi, je leur dis: je cherche un endroit pour manger et puis pour dormir. Ils me disent: ah, viens, si tu veux, viens avec nous. Notre cousine, elle a un restaurant. Donc je les suis. Je vais dans ce restaurant, on mange, ça se passe bien. Ils m'expliquent un petit peu leur vie, qui travaillent aux États-Unis, mais qui reviennent 2 mois au Mexique, comme beaucoup de Mexicains finalement. Et ils me demandent où est-ce que je vais dormir. Je dis: je ne sais pas. Ils m'ont dit: si tu veux, on a un endroit pour toi. Donc je les suis. Ils partent avec le pick-up. Je les suis avec le vélo. Et là, je vais dormir dans un endroit assez improbable. Un endroit un peu glauque. Je laisse parler votre imagination. Qu'est-ce que ça peut être? J'arrive face à un endroit et je vois ça. Eux, ils sont pliés de rire. Moi, je les regarde et je me dis: mais qu'est-ce que vous faites là? Et en fait, il s'avère que dans leur famille, ils étaient croque-morts de père en fils. Et que ce soir-là, j'ai dormi dans un funérarium. Et j'ai eu la chance ou la malchance que le croque-mort qui était en garde ce soir-là, eh bien, il m'a amené dans chacune des salles et il m'a montré un petit peu c'était quoi son métier. Je vous épargne les détails, mais c'était un petit peu glauque. D'une manière générale, j'aime bien dire que cette aventure m'a rendu philanthrope. J'ai l'impression d'avoir retrouvé foi en l'humain en voyageant, en rencontrant toutes ces personnes. J'aime bien me dire aussi que peu importe la catégorie sociale, la religion, la nationalité ou autre appartenance, les gens m'ont accueilli. Et qu'est-ce qui lie toutes ces personnes? Eh bien, c'est la bonté humaine. Et c'est l'essence même, je crois, du voyage. C'est le fait d'aller rencontrer l'autre. Au Mexique, j'étais jusqu'à Tijuana, jusqu'à ce mur qui est très particulier, qui sépare 2 pays. Et au Mexique, il s'est passé quelque chose d'important aussi dans mon projet de voyage, mais dans mon projet de vie. J'ai trouvé ça super important aussi d'avoir un fil conducteur de partage avec les enfants. Et j'ai essayé d'aller plus loin dans ce mode de partage. Et je me suis dit: pourquoi pas faire des journées que j'organise dans les écoles et orphelinats des pays que je traverse. Donc j'ai décidé de créer une journée qui s'appelle la journée de la bicyclette.
Pour l'organiser, je me suis mis à vendre des casquettes, des bobs, des t-shirts, des sweats, d'organiser des loteries via mes réseaux. Et j'ai organisé des journées de la bicyclette. Donc j'allais dans des écoles, orphelinats, j'ai été dans 7 établissements en tout dans ma traversée. Et c'était incroyable de mes petits rêves d'enfant, de voyage, et bien de me retrouver au Mexique et à porter ces projets de journée de la bicyclette. Après le Mexique, j'ai décidé de poursuivre l'aventure. Je suis parti au Guatemala et après j'ai pédalé du Guatemala jusqu'au Panama, l'équivalent de 4500 km en plus à vélo en Amérique centrale, dans plein de pays qui sont très différents les uns des autres. J'ai rencontré plein de gens inspirants. J'aime bien parler de Mama Carmen. C'est une femme qui est juste génialissime, qui est dévouée, pleine d'humilité. Je l'ai rencontrée dans un orphelinat au Guatemala et elle m'a expliqué son histoire, à la fois dramatique, à la fois fantastique. Mama Carmen, c'est une femme qui, dans les années 80, dans le conflit armé entre la guérilla salvadorienne et le Guatemala, son enfant a été kidnappé. Pendant 2 ans et demi, elle l'a cherché dans les rues guatémaltèques. Elle a prié Dieu tous les jours. C'est une femme très croyante pour retrouver cet enfant. Et un jour, elle a reçu la grâce de Dieu, comme elle me l'a expliqué. Et depuis, elle a décidé de donner toute sa vie pour les enfants. Et elle a sauvé plus de 2500 enfants des rues guatémaltèques. Et elle a même adopté 50 enfants en son propre nom. C'est une femme remarquable et j'aime bien partager son histoire parce que elle m'a donné un petit peu, c'est un peu une guide dans ce voyage, dans ma vie. J'ai continué mon voyage, bien sûr, il y a eu des galères. Il y a eu des galères physiques, des galères mécaniques, des galères psychologiques, des galères climatiques. Et vous savez, je crois que les galères, ça permet de vivre des moments assez géniaux. Par exemple, j'ai jamais été aussi ému pour un paysage après avoir gravi un col. J'ai jamais autant apprécié une source d'eau fraîche qu'après avoir passé plusieurs jours dans le désert. J'ai jamais autant apprécié une bière après avoir pédalé 100 km. Et j'ai appris à relativiser sur les galères. Je vais vous partager une anecdote qui m'a marqué. Un jour, je passais la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Et vous savez, quand on passe de frontière, il y a 2 postes de frontière. Et je me trouve au milieu des 2 frontières. Et là, il pleut énormément ce jour-là. Et je me retrouve à côté de plein de gens. On est un peu entassés sous un préau. Moi, je suis avec mon vélo. Et je me rends compte que ces gens, ils parlent français. Et je me dis, mais pourquoi ils parlent français? C'est qui ce groupe? Et je parle à une jeune femme qui a un bébé dans les bras. Elle me dit qu'ils viennent d'Haïti. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit qu'après les catastrophes en 2018, ils ont été déplacés au Chili. Et depuis 2020, le Chili ne voulait plus d'eux dans leur pays. Donc, ils migrent vers le nord, vers les États-Unis, avec des passeurs et toute la misère qu'on peut imaginer. Elle me pose une question, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, avec ton vélo, toi qui viens de la France, d'un beau pays où tu peux faire plein de choses? Naïvement, je réponds, je voyage pour réaliser mes rêves, ce que je pense réellement. On se salue, je pars. Et plus loin, je pense à une phrase qu'on devrait tous avoir en tête, je pense. C'est que moi, je migre pour vivre quand certains migrent pour survivre. Et de cette phrase, j'essaie de relativiser sur les galères. C'est que moi, à n'importe quel moment, j'avais l'option de rentrer chez nous. Et puis ça, c'est une chance inouïe. J'ai décidé de continuer mon aventure. Je roulais sur la Panaméricaine pour rentrer jusqu'à chez nous. Après plus de 2 ans sur les routes, j'ai décidé de rentrer, mais pas d'être parachuté directement en Bretagne. J'avais envie de sentir le retour arriver. Donc je suis arrivé au Portugal. J'ai fait un tour du Portugal à vélo et puis je suis remonté par la côte atlantique jusqu'à rentrer chez moi. Les retrouvailles avec ma famille, avec mes proches, avec mes parents, avec mon grand-père, ma grand-mère, avec tout le monde, ont été incroyables. C'est des moments, le 11 décembre 2021, de rentrer après plus de 2 ans sur les routes, c'est une joie immense. Et vous savez, je crois que je suis rentré grandi de ce voyage avec une connaissance du monde et un amour de moi-même beaucoup plus fort. Rien ne me prédestinait réellement à l'aventure. Je ne suis ni un athlète, ni issu d'une famille d'aventuriers. J'ai osé prendre un chemin incertain quand à 24 ans, j'aurais pu suivre une voie tracée. Non, j'ai pris un chemin un peu différent. J'ai osé l'aventure, j'ai osé ces choses qui font peur, mais je pense que ça m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même. Je suis rentré avec ce voyage, cette carte, toutes ces histoires, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce voyage, ce n'était pas une parenthèse dans ma vie, c'était une étape. J'avais envie de continuer. Et comment continuer? Pour moi, c'est passé par l'écriture. J'ai écrit un livre, donc ça m'a pris du temps. C'est une aventure en elle-même que d'écrire un livre.
Ce livre du rêve au guidon retrace ces 813 jours d'aventure, ces rencontres, et puis le chemin qui est le mien. En parallèle de l'écriture de ce livre, je suis parti traverser la France à pied. Donc de chez nous, je suis parti en stop jusqu'à Banyuls-sur-Mer. Et de Banyuls, j'ai marché. Pendant 2000 km, 96 jours, un peu plus de 3 mois, j'ai marché. Et de cette aventure, en fait, je voulais retrouver la France, aller la voir, aller voir les gens en France, et puis de me rendre compte qu'on avait un beau pays, qu'on avait des gens bons également. J'ai été accueilli par plein de gens dans cette traversée. Et j'ai réalisé un premier film, un court-métrage qui s'appelle Marcher la France avec un ami, Mathias. Et avec ce premier livre, ce premier film, j'ai commencé à animer des conférences, des ciné-conférences. C'est un peu devenu mon métier. Et aujourd'hui, je présente une conférence TEDx. C'est dingue. Un grand merci aux organisateurs de m'inviter. Je suis très honoré d'être ici et merci à vous d'être là. En 2023, j'ai fait d'autres aventures, des micro-aventures en partant de chez nous, d'Ille-et-Vilaine, où je suis parti en canoë, à pied, à cheval et à vélo, en partant d'Ille-et-Vilaine, pour mettre en avant le voyage responsable et local, et puis pour se dire qu'on peut s'émerveiller en partant de chez nous. Et j'en ai réalisé un nouveau film qui s'appelle Au bout de chez soi, qui est un petit peu sorti dans les cinémas dernièrement. En 2024, je partais à travers la Slovénie. J'ai traversé la Slovénie pendant un mois, du nord-est au sud-ouest. Là, je suis en train d'en réaliser un documentaire. Et là, je prépare une nouvelle aventure. J'ai toujours rêvé des mers. Je rêve d'être Violette d'Orange. Mais avant ça, je vais être un marin d'eau douce. Donc, j'ai acheté un vieux bateau, une vieille plate de 68, où j'aimerais bien fabriquer un système de roue à aubes. Enfin, c'est ce que j'ai fabriqué avec mon beau-frère Constant. Et l'idée, c'est de faire un voyage sur le réseau fluvial. Il y a plein d'incertitudes à ce projet. J'ai encore beaucoup de doutes quant à sa réalisation. Mais j'essaie, je continue de rêver. J'aime bien me dire que je vis une vie sédentinérante, où l'art est de trouver un équilibre entre ma vie sédentaire et mes rêves vagabonds. Et je vais terminer par une phrase d'un philosophe danois, Søren Kierkegaard, qui me fait écho un petit peu à mon parcours et peut-être à tous ceux qui ont envie d'oser mais qui hésitent. C'est cette phrase, c'est « oser, c'est perdre pied momentanément, ne pas oser, c'est se perdre de soi-même ». Merci de votre écoute et bonne soirée.